Juin 2005, venue du musée du Louvre, une œuvre mythique datée du IIe siècle, arrive au musée de l'Arles et de la Provence antique pour être restaurée. Il s'agit de la mosaïque du Jugement de Paris. C'est à Antioche en 1932 et dans le cadre d'une expédition franco-américaine que des archéologues vont en faire la découverte. Située aujourd'hui en Turquie, Antioche est alors sous le protectorat français de Syrie. Sur ces images rares, des archéologues photographient et documentent leur découverte. La mosaïque est entoilée, puis prélevée. Une dalle en béton renforcée par des barres de fer et un grillage est coulée pour lui servir de support. Quelque temps plus tard, elle rejoindra les collections du musée du Louvre. D'une finesse exceptionnelle, jalon essentiel de l'histoire de la mosaïque antique, la mosaïque du Jugement de Paris est de plus en plus appelée sur des expositions. Mais son support de plus de 600 kg a travaillé. Son transport devient dangereux pour l'œuvre. De plus, la mosaïque se dégrade sur sa face. Sa restauration est devenue indispensable. Réunis autour de l'œuvre, les restaurateurs constatent les fissures et les déformations importantes de la mosaïque. Pour travailler dans la plus grande précision, l'équipe quadrille l'œuvre en 25 zones de travail et d'observation. La tâche des restaurateurs ne sera pas facile, cela demandera plusieurs mois d'un travail quasi chirurgical. Commence un nettoyage minutieux des tesselles, les petits cubes de pierre et de verre qui composent la mosaïque. Les fragiles tesselles en pâte de verre sont consolidées par imprégnation. Un relevé précisant chacune des dégradations constatées est réalisé avant le retournement de la mosaïque. C'est un calque qui va servir à repérer l'état de conservation de la mosaïque, puisqu'on va y indiquer toutes les zones nécessaires au travail pour le revers de la mosaïque, avec l'indication des zones lacunaires en vert, les zones de tesselles de verre en rouge et les silhouettes des personnages. Ces précieuses informations seront très utiles lorsque le décor sera hors de la vue des restaurateurs, travaillant au retrait de la dalle en béton jusqu'au niveau des tesselles. De la Grèce antique à nos jours, Paris et ses mystères fascinent. Jean-Pierre Darmon, archéologue spécialiste en mosaïque antique, évoque pour nous les personnages de ce mythe. Nous sommes en présence d'un tableau mythologique. Ce tableau représente au centre un jeune berger avec son troupeau, derrière lui un dieu qui est Hermès avec son caducée, devant lui 3 déesses. Ces 3 déesses sont Athéna, Héra au centre assise et Aphrodite. Aphrodite, la déesse de l'amour, Vénus à droite. En deuxième plan, en haut derrière les déesses, l'amour. Et tout à fait à l'autre bout du tableau, l'âme humaine, Psyché, avec sa torche. C'est la représentation d'un épisode mythologique qui est le jugement de Paris. Ce jugement de Paris, c'est le choix de dire qui est la plus belle des 3 déesses. Et il doit le dire en leur donnant une pomme. Cette pomme est tenue par l'amour au bout de sa main. C'est une pomme d'or. Paris va prononcer ce jugement. Il doit choisir entre les 3 déesses. Athéna lui promet la sagesse, Junon lui promet le pouvoir, et Aphrodite lui promet l'amour de la plus belle femme du monde. Et il va choisir Aphrodite. En choisissant la plus belle femme du monde, il choisit Hélène, qui est la femme du roi de Sparte, Ménélas. Il provoque donc, puisque lui, ce berger, est le fils du roi de Troie, il va provoquer la guerre de Troie entre les Grecs
et les Troyens. Donc la catastrophe qui va amener à la fois la destruction de la ville de Troie et la mort de centaines de personnes. Commence l'encollage d'une première couche de gaz coton sur toute la surface. Deux couches de gaz et une toile de jute encollée constitueront une protection essentielle pour protéger et maintenir l'ensemble de la mosaïque qui doit être retournée. Pour parachever sa protection, on applique sur la face de la mosaïque entoilée une semelle temporaire, un support composé de billes de verre à la fois souple et résistant. Donc cette semelle a pour fonction de rattraper le niveau de la surface de la mosaïque. La surface de la mosaïque n'est pas plane. Et donc si on risquait, si on avait retourné la mosaïque telle qu'elle, simplement avec l'encollage de textile, d'avoir quelques points où toute la force, tout le poids allait se rassembler. Et donc des risques pour les tesselles, hein, comme vous avez vu, elles sont très fines, elles sont très petites, il y en a certaines qui sont en pâte de verre, donc pouvaient risquer d'être fracturées, d'être fissurées et d'être fortement abîmées. La mosaïque est solidement maintenue. La délicate manœuvre de retournement commence. Il va s'agir de disposer la mosaïque face vers le sol pour permettre le travail sur son revers. On descend sur le chariot. On met le chariot et je redescends dessus. Première difficulté pour les restaurateurs, le support en béton est pris dans un cadre métallique servant à accrocher et à consolider l'ensemble du panneau. Ah, j'ai plus celui-là. Il s'est débloqué celui-là ? Ouais. Effectivement, quand ils l'ont démonté du mur, ils ont dû se retrouver face à tout ce réseau de fissures. Et donc, ils ont conçu un système pour tout. Voilà. La dalle de ciment était complètement fissurée. Et donc, l'équipe du Louvre, les marbriers du Louvre, ont conçu ce montage donc avec cet encadrement métallique qui est effectivement assez lourd pour tout bloquer. Parce qu'ils étaient face à un panneau qui était en tout cas en quelques fragments, en plusieurs fragments. Le cadre démonté révèle en effet de nombreuses fissures sur la dalle qui feront l'objet de toute l'attention des restaurateurs. Un traçage de bandes régulières est effectué pour servir de guide à la première découpe de cette dalle. Donc là, après le retrait de la structure en aluminium qui renforçait la mosaïque, on a retrouvé donc la dalle de béton plane sur lequel on a tracé tous les 4 cm des repères qui nous permettent donc de découper verticalement, hein, donc à 4 cm de profondeur. Et puis après, il y aura une deuxième découpe horizontale pour retirer ces bandes de mortier. Et petit à petit, comme ça, on va grignoter une première épaisseur de cette dalle de ciment. Voilà, c'est la première étape du retrait de l'enlèvement du support en ciment armé. La mosaïque est réinstallée dans l'atelier pour un retrait fin de la dernière épaisseur de ciment. Un travail de haute précision car on approche du dos des tesselles. Ce travail au revers de la mosaïque n'aurait pu commencer sans un repérage à partir d'un quadrillage précis et documenté. Oui, ici apparaît une grille donc, qui divise en fait la mosaïque en 25 carrés. Ces carrés, ils permettent simplement d'implanter un petit peu, de se répartir le travail chacun, déjà, sur la surface de la mosaïque, et ensuite de documenter par carré cette mosaïque tout le long de notre intervention. Donc là, par exemple, on est dans une phase où on a déjà enlevé le gros du mortier de ciment au revers. On atteint maintenant une sorte de grillage, un grillage à poules qu'ils avaient posé à l'époque. Et sous ce grillage, on va commencer ce qu'on appelle le retrait fin
du ciment avec d'autres matériaux. Autant on avait disqué la grosse partie du ciment, autant là, par carré, on va vraiment intervenir chacun pour enlever le plus de ciment possible au revers. Par exemple, sur ce carré 1, qui est ici, là dans l'angle, on a déjà enlevé tout le ciment, tout le support en ciment, jusqu'au tesselle. Et ce carré, cette unité par carré, si vous voulez, elle va vraiment permettre de contrôler un travail fin jusqu'au bout du retrait du ciment. De placer, c'est ce que je suis en train de faire là, des systèmes de légende pour que dans chaque carré, on situe des restaurations antiques, des tesselles en verre ou en pierre qui sont noyées dans le mortier de ciment moderne, que l'on va récupérer pour nos restaurations après, des traces, des vestiges de mortiers antiques, et puis comprendre comment ils ont restauré ça dans les années 30. Comprendre est bien le maître mot de cette aventure. Poursuivant l'enquête sur l'origine de cette mosaïque, nous rencontrons dans son atelier Jean-Claude Golvin, spécialiste de l'architecture antique. Bien, on va aller voir ce que j'ai préparé pour avancer un petit peu la réflexion sur Antioche. Donc j'enlève. Voilà. Donc, bon, ça n'a pas de rapport avec le sujet. Donc, Voilà alors, Antioche. voilà Antioche, c'est une vue d'ensemble qu'on a essayé de faire. Représenter la ville pour la première fois, telle qu'elle est, avec ses caractéristiques générales restituables dans son cadre naturel. Hein. Alors, la ville d'Antioche avait un tracé très très régulier puisqu'elle a été créée en une seule fois, bien qu'elle ait évolué par la suite. Elle possède une grande rue à colonnade que l'on voit ici, qui traverse toute la ville. On reconnaît les grands édifices publics comme l'amphithéâtre ou le théâtre avec sa forme caractéristique. Et puis bien entendu les différents quartiers, soit au tracé régulier, soit un peu plus dense ici, et l'île qui contenait donc le palais, qui fut le palais royal, ensuite le palais du gouverneur romain de Syrie, avec l'hippodrome qui était lié à lui, et les grands quartiers résidentiels situés autour. Alors, malheureusement, l'endroit où pourrait se trouver la maison, je sais qu'il est connu puisqu'il a été fouillé, mais je ne sais pas personnellement où il se trouve. Donc elle se trouve près de l'hippodrome, dans cette zone-là. On pourrait j'ai un document. si on pouvait le savoir avec précision. Il donne son emplacement exact sur le livre. Si on pouvait le savoir, ce serait... Oui, il la situe exactement. Donc, vous voyez, 4. 4. Voilà. Donc vraiment. Oui, ben elle est juste après l'hippodrome. Voilà. Elle est là. Hein. C'est exactement la cour que l'on voit ici. Bon, alors de quel document on disposerait pour... Voilà, donc ça c'est le relevé de fouille hein, de 32, qui avait fait la mission en 32. Donc on voit l'ensemble de la maison. De la maison, voilà. Alors, d'après le plan, on pourrait faire une vue du fond de la cour et du triclinium, puisqu'on a tous les éléments qui sont bien connus. Voilà, alors, on va imaginer les personnages qui seraient ici et qui vont rentrer dans le triclinium. Hein. Ils vont aller vers le triclinium, c'est-à-dire la salle à 3 lits. Évidemment, on suppose qu'on a passé la porte. Hein, Donc, d'après les dimensions de la pièce, on peut dire qu'il y a 6 lits. Avec les différents panneaux décoratifs. On va peupler la pièce, donc on va faire les lits avec, mettons, un personnage ici, accoudé sur son lit. Voilà. La petite table sur laquelle on lui a posé les victuailles. Alors il y aurait peut-être certainement d'ailleurs des employés, enfin des serviteurs qui amèneraient les victuailles. Alors si on met un petit peu d'ombre dans tout ça, l'ombre des tables. Et ces deux panneaux d'ailleurs étaient tournés vers les... Oui, ceux-ci sont tournés, oui, c'est vrai, il les voit. Voilà, il les voit en... admettons qu'on soit dans la fenêtre haute, on voit le banquet depuis la fenêtre, depuis celle-ci. Hein. C'est là qu'on serait en fait. Hein. Oui, tout à fait. Donc on verrait ça, comme ça. On aurait un coup d'œil
sur la salle. Voilà. Voilà, alors dans le décor, on va essayer de distinguer la partie en forme de T inversée, qui est décorée, qui comprend les scènes décorées, qui vont donc se situer ici, évidemment, plus bas. Et alors ce qu'on appelle la partie en U, qu'on va dessiner maintenant, là, évidemment qui s'imbrique dedans, est généralement moins décorée, puisqu'on ne la voit pas, hein. Elle est couverte par les lits du triclinium, donc triclinium, le lit sur 3 côtés. Comme on est caché, on ne se donne pas la peine de faire un décor aussi extraordinaire. Donc on a une partie simple, si vous voulez, qui est la partie en U, décor géométrique, et une partie qui reste visible, qui sera la partie centrale en vert, en T. Alors on va situer maintenant cette mosaïque du jugement de Paris. Voilà. Et on se rend compte qu'elle est vraiment, elle, au cœur de la composition, qu'elle occupe le centre de la pièce et qu'elle était vue par tous les convives, particulièrement par ceux qui étaient situés en face. Donc c'est la pièce maîtresse de la composition. Alors ici, on est dans le triclinium de la mosaïque de Paris. Tout a été reproduit photographiquement pour montrer exactement la disposition des mosaïques les unes par rapport aux autres, et en particulier ces mosaïques géométriques sur lesquelles se trouvaient les meubles, les lits de banquet où étaient couchés les participants à cette réception. Et au centre, les images. Des images qui sont tournées vers les banqueteurs et qui donc sont le centre de l'attention de ces banqueteurs, pour leur valeur esthétique, morale, culturelle, etc. En tout cas, elles sont là sous les yeux. Et devant, nous avons des images qui accueillent les participants au banquet, et en particulier la représentation de Dionysos, qui est le dieu maître du banquet, qui accueille les visiteurs et qui marque sa présence. Alors là, on va enlever en fait la semelle. Donc en chauffant et en travaillant un petit peu la matière, on va enlever cette semelle qui nous a permis de faire tout le retrait du mortier de ciment, l'ancien support de restauration. Et là, on a besoin de retrouver uniquement le tapis de tesselle pour revenir sur des déformations dues aux armatures métalliques. Donc là, on passe la mosaïque sur un autre plateau. Tout doux, hein. Les propres, mais d'une fois, approche, voilà. Stop. Vas-y. Stop. Voilà, impeccable. Ah ouais, génial. Lâche, pas passer à l'arc, voilà. Attention, là, ça va pas trop souvent. Ça va peut-être pas. Impeccable. Allez, il faut la ramener un peu vers vous. Un peu vers vous. Hop, non, trop mal. Donc maintenant, nous allons nous attacher à réduire ces déformations qui sont dues à l'ancienne structure métallique qui était dans le support de mortier de ciment. On voit bien donc ici une déformation. Il y avait 5 barres métalliques. Donc on va réduire ces déformations. Elles ne sont pas contemporaines de la mosaïque, donc on va les retirer. Donc ça va se faire petit à petit par humidification. Et puis légèrement, le pavement va retrouver sa planéité. Le revers de la mosaïque est pris en photo, ausculté avec minutie, et tout est consigné dans un rapport détaillé. Un moment unique qui pourrait révéler de précieux indices permettant de comprendre comment les mosaïstes antiques travaillaient il y a plus de 19 siècles. Il y a des zones qui sont plus ou moins nettoyées. Plus ou moins bien. Ça paraît difficile d'arriver à faire au sol, à mettre en place au sol ce type de mosaïque, parce que c'est pas confortable de travailler à genoux, et puis de placer ces petites tesselles très précisément, de les tailler, de les placer. Donc il y a certainement une technique particulière. Alors est-ce qu'ils faisaient les mosaïques au revers, ils les ont collées
sur un textile, et puis après il venait les placer dans un mortier. Est-ce qu'il les faisait sur des dalles de béton, puis ces dalles de béton, il venait les placer au centre du motif géométrique? On ne sait pas. La question mobilise l'attention des restaurateurs. Et c'est alors qu'ils découvrent d'étranges dissemblances entre les mortiers du revers de la mosaïque. Pour partager leur interrogation, Véronique Blanc-Bijon, chercheur, a rejoint l'équipe de l'atelier. On a, dans toute la scène centrale, on a un mortier assez rosé, mortier de tuileaux rosé, en contact direct des tesselles, qu'on retrouve, des vestiges un petit peu partout. Qu'on ne retrouve pas dans la bordure. Dans la bordure, on a un mortier de chaux beaucoup plus... un bain de pose plus classique, très blanc-jaune, quoi. Et là, Marie-Laure semble avoir découvert une chose tout à fait intéressante, qui est que les supports, les mortiers de support, les vestiges de mortiers de support, seraient distincts entre le panneau central, la bande en guirlande à grosse tête, à gros mascaron. Ici, on a un mortier encore différent qui est un mortier de tuileaux, mais beaucoup moins chargé que celui de la zone centrale. Donc, hypothèse, ce serait que la bande de raccord... On ne retrouve pas là non plus. Mais la bande de raccord, considérons ça comme une bande de raccord du panneau central, aurait été faite elle aussi en atelier, apportée, placée, le panneau central placé, et tous les petits, et en fait ce qui est en blanc et rouge, que ce soit les triangles ici, sur que place. Ce soit les filets là, fermant en fait le panneau. On recherche tous les indices possibles, conservés, qui pourraient nous donner une piste pour comprendre la mise en œuvre en fait, du pavement. Et il y a quand même un truc, c'est qu'entre la bordure et la scène centrale, on a quand même une finesse qui est assez semblable. Ça voudrait dire qu'il y aurait une possibilité que le panneau central, voire la bande à fond noir, ait été fait ailleurs, non pas sur le chantier directement par les mosaïstes antiques, mais fait ailleurs, apporté sur place et inséré sur un tapis qui était, lui, par contre, assurément fait in situ. Un mortier réversible est maintenant posé au contact des tesselles. Ce sera la première couche du nouveau support de la mosaïque. C'est la première couche du nouveau support de restauration que l'on va mettre au revers donc, de cette mosaïque. Elle se constitue de cette première couche de sable et d'adhésif, qui donc au contact des tesselles, qui va venir accrocher tous les petits cubes de pierre de verre. La seconde couche sera beaucoup plus légère et plus rigide. Elle sera constituée d'un autre adhésif avec des microbilles de verre. Et par-dessus, on viendra coller en fait un support qui lui assure complètement la rigidité de l'ensemble, qui est constitué d'un nid d'abeille en fait. Les panneaux en nid d'abeille que l'on utilise sont confectionnés, donc c'est un cœur en aluminium qui donc forme des petites alvéoles comme ça. Donc c'est une très bonne résistance à la pression notamment. Qui est ensuite pris en sandwich en fait avec 2 tissus de verre qui sont eux solidifiés avec de l'époxy. La mosaïque est revenue à l'endroit. La toile de jute qui en protégeait la surface est enlevée. Pour décoller la dernière couche de gaz, on applique une compresse de cellulose avec du solvant. On a enlevé hier la toile de jute épaisse avec le même système que vous voyez ici, un système de compresse en fait, un mélange de poudre de cellulose, poudre de papier, avec un solvant et un petit peu d'eau, que l'on laisse le temps d'action du solvant sur l'adhésif de la toile pour pouvoir enlever doucement cette toile et dégager la mosaïque.
Après 6 mois de travail méticuleux, la scène réapparaît au grand jour. Ce que j'aimerais vous faire sentir, c'est les raisons pour lesquelles une image de ce genre se trouve comme décor principal d'une salle à manger. Elle se trouve au milieu de la pièce et elle est tournée vers les banqueteurs qui sont présents autour de cette mosaïque de sol. Pourquoi est-ce qu'on leur présente cette image? Il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux d'interprétation. Le premier, le plus simple, c'est que le propriétaire de la maison a voulu leur montrer une œuvre d'art magnifique. Et en effet, on est en présence d'un chef-d'œuvre de la mosaïque. Cette mosaïque est donc là en qualité d'œuvre d'art. Mais elle est là aussi pour établir entre tous ces banqueteurs une sorte de complicité fondamentale qui est la connaissance du mythe qu'elle représente. Il y a donc là tout un ensemble de références savantes dont tous les participants au banquet montrent qu'ils les connaissent. Ce qui est un second niveau est donc non seulement l'expression d'un goût esthétique, mais l'expression d'une profonde connaissance de la culture gréco-romaine. On participe de ce monde-là. Mais les choses probablement vont plus loin. C'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement une ou plusieurs leçons à tirer de la représentation de cette œuvre. Lorsque on entre dans le cœur du contenu de l'image, on découvre des significations d'ordre moral. Et en particulier, on étudie ce personnage de Paris, c'est probablement le centre d'un des débats savants qui peuvent se dérouler dans cette assemblée de banqueteurs. Ce personnage de Paris, on l'analyse et on le découvre comme un personnage négatif. Paris, c'est celui qui va faire le mauvais choix, justement. Et ce dont il est question sur le plan moral ici, c'est de la question du choix. On a donc une image qui a une dimension philosophique et qui est l'évocation de la nécessité de faire le bon choix. Seulement, cette nécessité est évoquée ici par la négative, en utilisant une mythologie, un mythe, un récit, où c'est le mauvais choix qui est fait. Et cette signification à caractère moral se double d'une implication religieuse, d'une certaine manière. Parce que n'oublions pas que le Dieu des banquets, le Dieu qui préside à la salle de réception où nous sommes, est un Dieu qui est symbolisé ici, du reste, par la bordure qui entoure cette mosaïque. Cette bordure faite de lierre et de vigne, qui sont les deux plantes de Dionysos. Cette scène est donc complètement enserrée par une bordure à caractère dionysiaque. Et quel est le rapport de Paris avec le monde de Dionysos? Paris, le héros de cette image, a rompu avec le monde dionysiaque. Comment? Eh bien, c'est que le mythe nous explique qu'il était lié à la nymphe Énonée, Oinonée, c'est-à-dire la vineuse. Et cette nymphe, liée donc au monde de Dionysos, puisque son nom porte le radical du mot vin, cette nymphe, il a rompu avec elle au moment même où il choisit Hélène, où il choisit la plus belle femme du monde que lui a proposée Aphrodite. Et à la fin du mythe, d'ailleurs, au moment où, blessé par le poison de la flèche tirée par Philoctète,
il va mourir et il appelle au secours la nymphe Énonée pour l'aider, celle-ci ne viendra pas. Et donc cette rupture avec Dionysos et au fond avec le monde de Dionysos est une donnée fondamentale du personnage. Aujourd'hui, en entrant en réunion, l'équipe a un ordre du jour chargé. Il s'agit de choisir la couleur et la composition des mortiers qui vont venir combler les lacunes, c'est-à-dire les endroits où les tesselles ont disparu de la mosaïque. Bon, c'est bon. Oui, donc les mortiers, alors je sais pas, ça on n'en a pas encore beaucoup discuté, finalement on en a fait des essais, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors on se base sur les deux mortiers qu'on a vus un peu au revers, ou pas? Je sais pas. Bah ça, ce serait le plus scientifique, on va dire, parce qu'on a vraiment une différence de mortier observée au revers entre la scène centrale et la bordure. Oui, c'était clair. Ça, c'était clair. On refait du plus fin. Du plus En tout fin cas, déjà celui-là, pour voir sûr. les teintes. Et on Voilà. rajoute de la poudre de lane dans celui-là. Voilà. On va commencer par ces deux-là. Pour l'instant, on en est à l'étape des tests. On essaye de reconstituer des mortiers de chaux romains. Donc, on prend les mêmes ingrédients qu'eux, c'est-à-dire du sable, de la chaux, et ils mettaient de la terre cuite. Donc, on rajoute aussi de la terre cuite avec des granulométries différentes. Pour l'instant, quand on est dans une recherche de couleurs, on utilise des sables différents, puisque chaque sable a une couleur différente. Donc, on a des sables de carrière qui sont blancs, des sables de rivière qui sont plus gris. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'en discuter entre nous le plus possible pour trouver la meilleure approche et la meilleure intervention. Hein, par exemple, sur le traitement des lacunes, c'est très complexe, donc il est très important que chacun donne son avis, des regards différents pour arriver finalement à trouver le moyen le plus pertinent pour résoudre ces questions. Donc à partir de cette maquette, en disposant différents fonds de couleurs, on a pu se rendre compte que par exemple des couleurs trop foncées ne marcheraient pas pour la réintégration des lacunes, et faire des échantillons, différents échantillons en mortier de chaux, donc c'est les mortiers qui vont être utilisés ensuite pour la réintégration des lacunes. Et grâce à ces échantillons, en parlant avec les conservateurs du Louvre, on a décidé donc de choisir ces deux mortiers pour la bordure végétale et pour les lacunes de la scène centrale. Le travail des lacunes commence. Une préparation préalable est nécessaire. Donc dans chaque lacune, nous avons disposé une couche d'accrochage en pierre de lave, en pouzzolane, qui est un matériau extrêmement léger et poreux qui va permettre une bonne accroche de notre mortier de chaux. Pour que le résultat soit conforme aux attentes à la fois esthétiques et scientifiques, le mortier des lacunes doit marquer un léger retrait par rapport à la surface de la mosaïque. Donc là, on voit bien sur la photo, on a évidé les lacunes qui se trouvent donc dans le pan, afin de mettre en place un mortier de chaux. Et donc ce mortier de chaux est d'une teinte un peu plus foncée dans la partie, dans la bordure, par rapport à la scène centrale où le mortier est plus clair. Donc c'est dans un but d'atténuer un peu ces lacunes. On ne cherche pas à les faire disparaître, mais qu'elles soient un petit peu moins présentes quand on voit la mosaïque dans sa totalité. Quand une documentation suffisante le permettra, certaines petites lacunes vont faire l'objet d'un traitement particulier. À l'aide de pigments naturels et stables, des motifs disparus vont être reconstitués. Là, il y a des bases colorées, donc avec une base blanche et des pigments naturels qu'on a préparés nous-mêmes, avec les couleurs qu'on retrouve le plus souvent sur la mosaïque. Et on peut partir de ces bases-là et rajouter des pigments pour s'adapter à des zones particulières. Donc là, moi, j'essaie de trouver un violet un peu foncé
pour mettre ici, dans cette petite lacune. Et je pars d'une base grise déjà un petit peu foncée, qui est un peu trop foncée, donc j'ai rajouté un peu de blanc, et je rajoute ce qu'il me faut jusqu'à atteindre la bonne couleur. Le travail se fait à l'échelle des tesselles pour rendre une meilleure lisibilité à l'œuvre. Tout l'art du restaurateur sera de rendre ces réintégrations invisibles de loin, mais évidentes de près, respectant ainsi l'authenticité du décor. Donc ici, dans ce détail, on a un exemple d'une réintégration, toujours avec cet enduit coloré, d'une lacune qui, a priori, demandait interprétation, puisqu'on n'avait pas la forme de la feuille et on n'était pas sûr, par exemple, de où s'arrêtait la patte du lézard ici. Mais grâce à un document photographique des années 30, qui a été fait avant la dépose et avant que la destruction de cette partie, on se rend compte que la feuille était conservée et qu'entre la feuille et la patte du lézard, il y avait des tesselles noires et on a pu ainsi reconstituer ces formes. Par contre, au niveau des couleurs, la photo étant en noir et blanc, on a dû évoquer seulement les tesselles sans interpréter la couleur des pattes de verre, qu'on a choisi des tons assez neutres. On va refaire tout le tour, toute l'unité de vérifier que le relevé soit clair. Juin 2006, après un an, jour pour jour, la restauration s'achève. Les conservateurs du Louvre ont rejoint l'équipe de restauration pour discuter des dernières finitions avant que le public ne puisse découvrir à son tour la mosaïque du jugement de Paris. C'est pas la même mosaïque, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avait déposé quelque chose qui manquait beaucoup de contraste, où on distinguait pas très bien les détails, quelque chose d'assez sombre en fait. Les photos avant restauration sont pas extrêmement faciles à exploiter à cause de tous ces problèmes. Et là, on découvre un objet qui a gagné en détail, en contraste, en couleur. Enfin, c'est vraiment une renaissance, quoi, je pense. Et même en forme générale, je dirais, parce que le panneau était extrêmement déformé, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc, effectivement, là, la restauration a permis quand même de redonner au panneau toute sa planéité, ce qui change quand même considérablement la vue générale qu'on peut avoir de l'œuvre. En fait, des zones comme celle-là, ici, qui sont en fait des feuilles, sont très altérées parce qu'elles étaient faites avec de la pâte de verre. Et donc, les précédents restaurateurs, en bouchant les grosses lacunes, ont eu tendance à recouvrir tout ce qui était altéré avec le même ciment de comblement, en fait. Donc, on voyait plus tout ça, en fait. On avait une espèce de brouillard, là, quelque chose de pas du tout clair. Et le dégagement a permis de retrouver des formes et des couleurs. Ainsi, Paris va retrouver les galeries du Louvre avant de tourner son regard énigmatique vers d'autres horizons. Le chantier de restauration a permis d'avancer de nombreuses hypothèses quant à cette œuvre. Et bien des aspects inconnus de l'art des mosaïstes trouveront certainement de nouvelles réponses à partir de ce que les restaurateurs ont mis en lumière. Ainsi, l'aventure de sa découverte va trouver écho sur d'autres chantiers et se poursuivre tout autour de la Méditerranée.